Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, préparé avec la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Alors aujourd'hui, en ces lendemains d'élection, mon invité est Pierre-Yves Mongeal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à l'Université de Tours et bien connu de tous les auditeurs de cette émission. Donc on va un peu parler d'abord, non pas des résultats dans un premier temps, mais aujourd'hui nous allons parler de la campagne. Cette campagne qui a été très terne, qui n'a pas emballé, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est déjà un point de départ. Finalement, de quoi a-t-on discuté dans cette campagne ? Alors, il y aurait énormément de choses à dire. Alors, effectivement, on peut, je crois, affirmer que la campagne a été assez terne, parfois désorganisée, 34 listes, ce qui est quand même très compliqué à organiser précisément sur le plan médiatique et puis pour la bonne compréhension des électeurs. Mais je note tout de même une sorte de petit paradoxe. Enfin, en tout cas, on peut le présenter ainsi. Alors, il me semble que, je vais le développer, qu'il y a eu ce qu'on peut appeler une sorte de déficit médiatique dans cette campagne, de déficit explicatif. Mais le paradoxe réside dans le fait que, pour autant, le taux de participation a été singulièrement plus élevé. Alors, relativisons tout de même. On est en France et même à l'échelle de l'Union européenne à peu près 51% de participation pour ces élections européennes. Un Européen sur deux. Un Européen sur deux, donc ce qui n'est quand même pas si mal. Je rappelle qu'en 79, on était pratiquement à 61% de participation. Et le score le plus bas, c'était en 84, où on était pratiquement 41, en dessous, 42, 40, 41, ouais. dans ces eaux-là. Bon, donc il y a 8-10 points de mieux. Bon. Cela dit, il faut quand même relativiser. Un électeur sur deux, ce n'est pas non plus un succès aussi considérable que cela. Ce n'est pas extraordinairement significatif. Et on va peut-être attendre les analyses des politistes. Alors, donc, d'un côté, j'y reviens, un déficit médiatique, puis de l'autre, néanmoins, une participation un petit peu plus en hausse. Alors, déficit médiatique, oui. On va voir pourquoi. Oui. D'abord, comment est organisée la présence médiatique en Europe ? Parce que on va voir la campagne, mais finalement, qu'est-ce que nous savons de l'Europe ? Qui nous renseigne ? C'est ça, c'est une très bonne question. Alors, qui nous renseigne, évidemment, les médias. Bon. Et la question, au fond, est de savoir, et elle est mesurable, et on a des réponses, si les grands médias, je pense à TF1, par exemple, je pense à Canal+, à France 2, à France 3, si ces grands médias, alors de masse, mais quand on dit ça, ce n'est pas du tout péjoratif, ont des relais journalistiques, des relais informationnels à Bruxelles. Bon. Et quand on creuse un tout petit peu le sujet, eh bien on constate par exemple que TF1 n'a pas de permanent à Bruxelles, Canal+, bon, qui n'a pas non plus un taux d'audience très significatif, mais néanmoins n'a pas de permanent à Bruxelles. France 2 et France 3 ont un seul permanent, et souvent c'est vécu un peu comme une punition, mais parce que Bruxelles c'est pas Paris, sans doute. C'est un passage obligatoire. Alors, soit c'est un passage obligatoire pour les jeunes journalistes, soit c'est une fin de carrière. Bon. BFM, LCI, CNews n'ont pas de correspondants salariés. Ça, c'est important parce que les chaînes d'information, qui se présentent comme des chaînes d'information, n'ont pas de correspondants salariés. N'ont pas de correspondants salariés. Donc, on voit une présence française quand même très faible. Très, très faible. Alors, à titre de comparaison, si on compare. Alors, l'Allemagne, qu'on peut citer... sinon un exemple, du moins pour d'un point de vue exemplatif, on va dire, la grande chaîne publique ARD a 20 salariés permanents à Bruxelles. Oui, bon. Donc l'équivalent de France Simplement, TV... voilà, l'équivalent de la radio d'un côté télévision un salarié, française. de l'autre côté 20 salariés. On se demande pourquoi on ne pèse pas lourd. Eh ben, on se demande pourquoi on ne pèse pas lourd. Et puis, je crois que ce sont les Pays-Bas qui, rapportés à la population, ont le plus grand nombre de permanents, puisqu'ils ont près de 70 journalistes permanents à Bruxelles et qui relaient donc en permanence les informations. Alors c'est étonnant parce que ces chiffres sont quand même très, très importants et c'est étonnant parce que je trouvais que cette année il y avait eu un petit peu plus de une des journaux, de la presse écrite notamment, c'est vrai. Sur les élections. Oui, il y avait eu des gros dossiers sur l'Europe. C'est tout à fait juste. Donc c'est un peu paradoxal. Alors, quand on parle des médias, il ne faut peut-être pas
tout confondre et tout mettre dans le même panier, si je puis dire. La presse écrite, je suis assez d'accord. Il y a eu des très beaux dossiers, que ce soit Le Monde, Libération, Marianne, encore très récemment, La Croix, bien entendu, Le Figaro. Le Figaro fait toujours des très beaux dossiers sur les questions européennes. TMV et La Tribune qui ont fait des beaux dossiers. Des beaux dossiers aussi. Donc il y a eu un effort quand même de ce point de vue-là qui d'ailleurs a été remarqué. Y compris d'ailleurs pour les radios. Alors c'est vrai pour le groupe Radio France, avec beaucoup plus d'informations sur les dossiers européens. Alors pas toujours d'une grande qualité, mais quand même avec une volonté de revenir assez régulièrement. En revanche, la télévision, qui reste quand même l'un des médias, le média le plus populaire, là j'ai des chiffres qui sont assez intéressants. Oui. Sur le contenu. Le contenu, oui. Voilà, sur les sujets traités. Et sur un an, les chaînes en question, sur les sujets européens, TF1, c'est sur l'ensemble des sujets, l'Europe, c'est 1,4%. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. France 2, on est à 2,5 et Arte, on est à 5,8. Oui. Bien. Et puis, si on regarde par exemple sur les à peu près 150 sujets européens, toutes chaînes confondues, qui ont été traités, on a 3 blocs. Le Brexit, à peu près 90 dossiers, 90 émissions. L'immigration, une cinquantaine. Et les États-Unis, les relations Union européenne, États-Unis. Et encore, mes chiffres devraient être précisés, parce que c'est surtout le gros bloc Brexit, immigration, qui tient la rampe. Bon. Voilà. Donc en fait, rien finalement sur l'Europe. Et voilà. C'est la conclusion de rien, ces 3 chiffres. C'est quand on fait la somme. Rien sur la mécanique institutionnelle, sur les hommes et les femmes qui assurent la direction des grandes institutions. Et alors, anecdotiquement, mais c'est assez significatif en même temps, TF1, sur les fameux 1,5% de sujets qui sont relatifs à l'Europe, un quart, 25% du contenu concernait les mariages princiers britanniques. Ah oui, c'est important quand même. C'est important. Pour nous rappeler que le Royaume-Uni est une monarchie, sans doute. Mais c'est un peu court pour faire de l'éducation européenne. Voilà, surtout à quelques mois ou quelques semaines des élections européennes. Donc de ce point de vue-là, il y a peut-être sans doute un déficit médiatique ou informatif. Voilà, déficit médiatique très, très clairement. Là, les chiffres sont... Oui, sont assez nets. Sont très nets. Alors maintenant, à travers les contenus, malgré cette pauvreté, finalement, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous avez constaté dans cette grande pauvreté médiatique? De mon point de vue, qui est sans doute contestable, mais c'est quand même quelque chose que je constate depuis de très nombreuses années. D'abord, il y a quelque chose qui est discutable dans la façon dont les médias et les politiques abordent des grands sujets politiques, et en particulier européens. Les médias comme les politiques disent « nous devons faire de la pédagogie ». Moi, personnellement, ça me gêne. La pédagogie, c'est pour les enfants, c'est à l'école. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des citoyens. Donc, on doit faire de l'information. Je pense que là, il y a quelque chose d'important à souligner, d'une part. D'autre part, alors ça s'est contracté sur les 15 derniers jours et encore plus significativement sur les tout derniers jours avant les élections européennes en France. Ce que j'ai constaté, c'est que nous avons eu des leaders politiques, les grandes têtes de liste, qui se permettent, pour le mieux, d'être relativement imprécis dans leurs explications, et pour le pire, d'affirmer des choses qui sont tout simplement inexactes, qui sont tout simplement fausses. Donc, approximation, inexactitude. Approximation, pour le mieux, inexactitude. Je vais donner un ou deux exemples dans un instant. Et ce qui nous renvoie à notre question des médias, c'est que malheureusement, en face, les journalistes soit n'ont pas le temps, soit ne sont pas outillés, peut-être, suffisamment pour apporter la riposte, pas une riposte, mais peut-être donner une information un peu plus vérifiée. Alors, je vais sortir quelques exemples. Si vous voulez, j'étais très surpris que Benoît Hamon puisse expliquer que l'on pouvait instaurer un SMIC européen à partir du Parlement européen. Ce n'est pas l'instance où on va pouvoir instaurer un tel SMIC, et d'une part et d'autre part, ça ne relève pas des compétences de l'Union européenne.
Bon, c'est ça. donc très beau discours, ça on peut admettre et adhérer à ce projet social. Très surpris lorsque Manon Aubry vous explique qu'il n'y a pas d'Europe sociale, que l'Europe sociale se réduit ou se résume à la directive travailleurs détachés. Alors là il y a un double problème. La directive travailleurs détachés c'est une problématique de mobilité professionnelle, c'est pas du social, même s'il y a des questions sociales, ne nous trompons pas derrière tout cela. Et c'est faire l'impasse sur toute l'harmonisation des règles en matière de sécurité sociale, de conditions de travail, notamment de tous les fonds européens qui sont utilisés pour les travailleurs et pour les entreprises, et puis les grandes directives sur les congés maternité, les congés payés, par exemple. L'Europe sociale, elle existe. L'Europe sociale, elle existe, elle n'est pas suffisamment affirmée. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Mais ce n'est pas, là encore une fois, à partir du Parlement européen, malheureusement, qu'on va pouvoir conforter cette Europe sociale. Et puis enfin, quand on nous ressort, mais depuis 30 ans, que 80% de la législation française, ça c'est plutôt Asselineau, Philippot, la France insoumise, 80% des lois françaises seraient d'origine, voire écrasées par la législation européenne, on sait que c'est totalement faux juridiquement. On est à un taux d'impact du droit de l'Union européenne sur le droit national à hauteur d'une vingtaine de pourcents. Il y a des domaines, l'agriculture, il est vrai, est fortement préempté, peut-être à hauteur de 40%, mais on a des chiffres en plus, des analyses très fines, de rapports sénatoriaux notamment, sur ce point. Et puis il y a des domaines qui ne sont absolument pas préemptés, l'éducation, les droits civils, le droit du travail, par l'Union européenne, c'est-à-dire un impact de 1 ou 2% peut-être. Donc ce n'est pas vrai, c'est faux. Et là, les médias sont défaillants, me semble-t-il. Et donc on colporte des rumeurs, et il ne faut pas lutter contre les fake news. Il faudrait déjà commencer par faire de l'information. De l'information, absolument. Ça va être un peu le mot de la fin, parce qu'on arrive au bout de notre temps. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une suite apportée à cette émission. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Merci.